Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents sur ce webinaire aujourd'hui pour recruter des alternants. Pourquoi, comment, mode d'emploi organisé avec Matchers adhérents à la Mêlée. Donc, la Mêlée, association que vous connaissez bien désormais, qui travaille avec les partenaires en Occitanie sur l'accompagnement à la transformation digitale des organisations. Euh, Nous sommes tout juste 2 semaines avant l'un de nos événements phares sur Montpellier, qui est le JobSeek, Forum de l'emploi et des métiers dans le secteur du numérique, qui se déroulera donc le mercredi 18 novembre en format 100% digital, une plateforme pour rencontrer des recruteurs dans le secteur de l'IT, pour recruter également des candidats issus d'horizons très divers et suivre des tables rondes et conférences tout au long de la journée sur les nouvelles manières de travailler, de recruter, de se former. On parlera également Green IT, inclusion numérique et bien sûr femmes et numérique. Donc, si vous souhaitez être partenaire de cet événement, je vous invite à nous contacter à montpellier@lamele.com. Et avant de laisser la parole à Jean-Marie, j'en profite pour vous faire passer l'information que cette année, étant donné du contexte sanitaire et économique très difficile, nous avons décidé de lancer une offre spéciale pour les TPE, c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés. Si c'est votre cas et que vous recrutez dans le secteur du numérique, alors ça peut être des profils très variés, des chefs de projets digitaux, des profils plus techniques, des commerciaux. Du moment que ça a un rapport, que votre entreprise a un rapport avec le digital, vous pouvez aujourd'hui mettre 2 offres en ligne gratuitement et participer au Speed Recrute. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour soutenir l'emploi sur les territoires d'Occitanie. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour faire un focus sur la partie alternance. Donc recrutement d'alternants. C'est un recrutement qui peut être un peu particulier, puisqu'il est quand même crucial pour le développement de l'entreprise, mais on est souvent sur des profils de juniors qu'il va falloir accompagner et former correctement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'offres et d'aides, on va dire, beaucoup d'aides gouvernementales pour permettre de recruter des alternants à moindre coût. Comment s'y prendre, comment en profiter et comment trouver la bonne personne correspondant à ses besoins. Jean-Marie, tu vas nous expliquer tout ça. Ok, merci Amandine, merci pour cette introduction et le fait de nous avoir proposé d'organiser ce webinaire. Alors, je vais me présenter moi rapidement. On a fait un premier tour de table et je n'ai pas eu l'occasion encore de me présenter. Je dirige la société Matchers, donc matchers.fr, qui est dans la HR Tech, puisque moi je suis un ancien DRH, c'est un métier que j'ai exercé pendant 15 ans auparavant. Et donc, on permet aux professionnels en activité, salariés, dans des métiers support, essentiellement communication, marketing, et essentiellement dans le digital, mais aussi RH ou finance, de réaliser des missions d'accompagnement en parallèle de leur job. Donc, l'accompagnement, c'est soit de la formation, soit du conseil. Et nos clients, c'est que des petites structures, donc des startups, jeunes ou petites structures, ou des TPE, des commerces, qui n'intègrent pas tous ces métiers support et qui ont parfois besoin d'accompagnement ponctuel ou périodique par des gens qui sont qualifiés en entreprise avec une forte compétitivité prix. Donc voilà, matchers.fr, ça c'est pour me présenter et présenter l'entreprise. Et on est amené, alors on a une forte dimension RH dans l'entreprise, on a de la compétence et on a été amené, nous, à recruter des alternants. On s'est rendu compte dans l'écosystème et par nos clients et d'autres contacts que ça semblait être un peu compliqué pour beaucoup de gens de recruter un alternant. On ne sait pas par où commencer. Les démarches administratives peuvent paraître assez lourdes. Nous, on a été amené à recruter jusqu'à 5 alternants, donc on connaît bien les process et on a fini par se dire comment on peut finalement aider on l'a fait finalement gracieusement avec nos
contact personnel, de les aider à aller jusqu'au bout du recrutement d'alternants parce que certains avaient jeté l'éponge. Et là, on s'est dit, bah, on peut proposer de l'accompagnement. J'en dirai juste un mot peut-être en fin de webinaire. Mais déjà, vous donner un peu toutes les clés à tous ceux qui sont intéressés pour recruter pour la première fois un alternant, parce qu'il y a quelques étapes à passer. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de présenter un peu les points clés, les démarches administratives, les quelques astuces pour trouver rapidement et efficacement un alternant pour que ce soit une solution gagnante pour chacune des parties. Et il y a une actualité très forte, c'est la prime de l'État, puisque l'État a choisi, parmi les mesures qui ont été lancées, d'accorder jusqu'à 8 000 € d'aide pour le recrutement d'un apprenti. Et finalement, étant donné que la formation, on va y revenir, peut être elle-même prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise, ça va dépendre des écoles. Il y a la partie salaire de l'apprenti qui est à assumer, mais avec la prime de 8 000 €, elle peut totalement finalement financer le salaire de l'alternant ou en tout cas le financer en très grande partie, ce qui génère un effet d'opportunité très fort. C'est fait pour ça et je trouve dommage encore, et c'est pour ça que on apporte notre pierre à l'édifice pour contribuer à ce que beaucoup d'alternants aujourd'hui qui sont en recherche d'apprentissage n'ont pas encore trouvé, alors qu'il y a, il y a beaucoup de qualités aussi dans les profils qui ne sont pas encore en poste, donc c'est encore possible. Je vais revenir sur les délais. Donc moi, je vous propose justement d'avancer. Je vais partager mon écran avec une matrice donc une infographie. Je vous laisse me dire, hein, vous manifester si jamais elle n'est pas suffisamment bien visible. Donc une infographie qui va reprendre un peu toutes les étapes, parce qu'il y a plusieurs étapes avant finalement de pouvoir recruter un apprenti. Et donc, on va les passer ensemble. Et ce que je vous propose, évidemment, c'est que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas, à chaque fois que vous avez une question, quelque chose qui n'est pas clair, à intervenir de sorte que je puisse peut-être apporter des réponses qui pourraient être utiles pour d'autres personnes, ou même, puisqu'il est enregistré, à d'autres personnes qui pourraient visionner le webinaire plus tard. Je compte sur vous, par écrit, éventuellement par oral, puisqu'on est en petit comité. Donc, la première étape, c'est de déterminer la convention collective applicable. Alors, c'est fondamental parce que beaucoup de petites entreprises qui recrutent pour la première fois un apprenti, souvent l'apprenti est le premier recrutement même de l'entreprise. Ce qui fait que c'est la première question que doit se poser l'entreprise, c'est quelle est ma convention collective applicable, puisque parfois ils ne se sont pas encore posé cette question. Donc, toutes les entreprises en France, désormais, pas forcément le cas avant, mais dépendent d'une convention collective. Pour la déterminer, elle se détermine désormais par le code APE. Donc, vous avez un code, l'APE, c'est comme le code NAF, qui vous permet de déterminer quelle est votre convention applicable. Souvent, ici, on est dans le domaine du numérique, on a beaucoup d'entreprises qui adhèrent à la convention Syntec, assez connue dans le domaine du numérique, mais c'est pas forcément exclusivement, enfin, il n'y a évidemment pas que cette convention collective, et vous pouvez déterminer votre convention collective à partir d'une table de correspondance qui a été élaborée par le gouvernement, qui vous permet assez facilement de déterminer de quelle convention collective vous dépendez. Je précise que ce fichier, que je renverrai via la mêlée à tous les participants ou ceux qui seront intéressés, il vous suffit ensuite, en mettant vos coordonnées, comment dire, pour recevoir à la fois l'infographie, mais aussi les outils qui sont ici présentés et sur lesquels vous pourrez ensuite trouver les informations que vous recherchez. Donc, vous trouverez notamment la table de correspondance. En gros, tout ce que vous voyez ici en orange,
vous aurez comment dire, des templates ou des accès aux sites de référence qui vous permettent d'obtenir les informations dont je vais vous parler. Donc cette table de correspondance, elle vous permet de définir quelle est votre convention collective. Et c'est important parce que dans un tout premier temps, vous allez devoir ensuite définir de quel OPCO vous dépendez. Alors OPCO, ça peut paraître un peu barbare pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est les opérateurs de compétences. En gros, c'est les financeurs de la formation professionnelle. Toutes les entreprises en France sont cotisantes pour des fonds de formation professionnelle à partir du moment où ils ont une masse salariale. Mais les entreprises qui viennent d'être créées, ce qui me permet tout de suite de faire le lien avec le fait qu'on ne peut prendre un apprenti que quand l'entreprise existe. Si on est porteur de projet, on n'est pas encore éligible au fait d'accueillir un apprenti. En revanche, dès que l'entreprise est créée, vous pouvez accueillir un apprenti même si vous n'avez pas encore cotisé au fonds de la formation professionnelle. C'est une dérogation parce que les autres dispositifs de formation professionnelle, eux, ne sont accessibles que quand il y a déjà de la masse salariale qui est versée. Si vous venez de créer, vous pouvez tout de suite recruter un apprenti, c'est un système dérogatoire. Par contre, il faut se référencer tout de suite auprès de l'OPCO. Alors l'OPCO, c'est quoi? Et l'OPCO, il dépend de la convention collective. C'est l'opérateur de compétences qui va recueillir les fonds. Alors maintenant, ça va changer, je vais faire une parenthèse très rapide, c'est l'URSSAF qui va récolter les fonds, mais c'est toujours l'OPCO qui va vous permettre d'utiliser vos fonds de formation professionnelle, que ce soit dans le cadre d'apprentissage ou pour des formations professionnelles, disons, plus classiques, qui visent à développer les compétences dans l'entreprise, les vôtres ou celles de vos collaborateurs. Et donc l'OPCO, il dépend complètement de la convention collective. Et une fois que vous avez déterminé, par exemple, que vous êtes Syntec, ben, vous avez une autre table de correspondance. Donc, il faut suivre quelque part ce parcours, cette chasse au trésor. Vous avez défini vous avez votre code APO. Votre code APO vous définit quelle est votre convention collective. Votre convention collective définit quel est l'OPCO de référence. Par exemple, je vais rester là-dessus parce que c'est possible, enfin, il est probable que beaucoup soient sur des activités numériques. L'OPCO de référence pour les entreprises de Syntec, c'est Atlas. Et donc là, vous pouvez ensuite déterminer quel est votre OPCO et ainsi déterminer, comment dire, pouvoir suivre la procédure pour enregistrer votre apprentissage. Il ne suffit pas de s'adresser à l'école. Encore une fois, il faut commencer par être déterminer à la fois quel est son OPCO, mais ensuite pouvoir s'inscrire à son OPCO. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de créer une entreprise, ce n'est pas du tout automatique. Il faut vous faire connaître auprès de votre OPCO. Donc, pour vous faire connaître, il faut tout simplement vous rendre sur leur système d'information, sur leur site en ligne, et créer un compte et vous manifester. Alors, c'est le cas pour Atlas. Je précise que c'est une étape importante parce que si vous ne le faites pas, votre contrat ne sera pas enregistré. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, vous serez bloqué parce que vous n'irez pas jusqu'à la signature avec l'école. Et surtout, ils mettent du temps avant de vous répondre. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. Une fois que vous avez défini de quel OPCO vous dépendez, il faut tout de suite faire la démarche pour ce qui vous enregistre, que vous soyez considéré comme adhérent, surtout si vous venez juste de créer l'entreprise. Ils ont des délais, parfois, ça peut mettre 1, 2, 3, 4 semaines. Donc, quand on est sur un recrutement d'un apprenti, ça veut dire qu'on se lance dans cette démarche et on veut que ce soit tout de suite. Donc, il y a ce délai de latence qui est à prendre en considération. Donc très rapidement, s'inscrire auprès de son OPCO de référence que vous avez déterminé via la table de correspondance dont je vous ai parlé. Peut-être les quelques éléments, parce que je serai peut-être pas amené à y revenir par la suite, c'est de préciser qu'on ne peut prendre, il y a une limite de nombre d'alternants. Ça dépend du maître d'apprentissage. Donc, chaque alternant, chaque apprenti doit avoir un maître d'apprentissage. Donc, le maître d'apprentissage doit lui-même théoriquement avoir des compétences, ou en tout cas des compétences suffisamment générales qui lui permettent
d'accompagner utilement l'apprenti. Donc, vous devez justifier de votre parcours de formation et d'expérience professionnelle et vous pouvez en avoir deux en même temps. Alors, si vous êtes dans une entreprise où vous êtes plusieurs associés, c'est par exemple le cas chez Matchers, les trois associés, potentiellement, ça veut dire on peut accueillir jusqu'à 6 alternants, deux par personne. Est-ce que, c'est des questions aussi qu'on a posées et qui peuvent être récurrentes. Est-ce que, qui peut être maître d'apprentissage? Est-ce que ça peut être, il faut forcément qu'il soit salarié? Non, il peut être salarié, bien sûr. Il peut aussi être chef d'entreprise. Il suffit d'un mandat social pour que, pour être reconnu comme maître d'apprentissage, il n'y a pas forcément besoin d'être salarié de la structure. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein, si vous en avez, ou si c'est clair, je continue. Une fois que vous avez fait ces démarches, vous pouvez donc vous assurer de pouvoir poursuivre finalement le processus, donc en rédigeant, enfin en faisant connaître votre besoin. Donc là, j'aurais tendance à dire relativement classiquement, en rédigeant une annonce qui va vous permettre de communiquer sur votre besoin. Clairement, une plateforme qui fonctionne très, très bien pour l'apprentissage, c'est Indeed. Alors, c'est un métamoteur, ce qui permet vraiment d'avoir beaucoup comment dire? De candidatures, assez facilement en faisant connaître votre besoin. Donc, d'utiliser des job boards, c'est pas le seul, mais en tout cas, il fonctionne bien sur l'alternance. On vous met même un template, hein. Vous avez un modèle si vous le désirez pour rédiger une annonce où on a partagé les annonces que nous-mêmes avions faites, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait rendu service, ça avait rendu pas mal de service à des gens qui finalement, surtout quand c'est la première fois, qui peuvent perdre un peu de temps avant de savoir quoi rédiger, quelles sont les bonnes informations, ou se perdre dans une foule de détails qui ne sont pas nécessaires. Le processus de recrutement, c'est un processus, donc il y a plusieurs étapes, et donc il faut, j'aurais tendance à dire, s'en tenir vraiment aux informations qui sont principales, les plus intéressantes, parler de son entreprise, parler des missions qui vont être dévolues. Pas forcément se perdre dans beaucoup de détails au moment de la communication de son besoin, de la recherche effectivement d'un apprenti dans l'entreprise. Donc voilà, de rédiger une annonce que vous pouvez donc à la fois diffuser sur des job boards, sur des plateformes d'emploi, et la mêlée aussi aussi quelque part un excellent relais pour cela. Mais que vous pouvez également évidemment vous adresser aux écoles directement. Ce qui est intéressant, c'est, comment dire? C'est d'aller identifier, les diplômes qui sont les plus, comment dire? Les plus intéressants par rapport à ce que seront les missions. Si vous cherchez, forcément, heu, un développeur informatique et que vous adressez, alors je profite là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est de l'EPSI, donc un développeur informatique auprès d'écoles, donc l'EPSI, Epitech ou d'autres, d'aller directement auprès de ces écoles, puisque surtout en région, où c'est assez facile d'identifier les quelques écoles de référence. Si le besoin est plus général et que finalement, il y a une dizaine d'écoles qui peuvent être, une dizaine, douzaine d'écoles qui peuvent être finalement compétition, par exemple sur du marketing, du commerce, du business développement, etc. Bon, ça peut être plus intéressant d'aller sur des job boards et de s'en tenir à ça, mais les écoles sont très efficaces, d'autant qu'ils vous apportent aussi quelque part du suivi et vont agir comme des filtres, c'est-à-dire qu'une fois que vous exposez le besoin, vous avez un contact, un référent qui va pouvoir vous aider, vous guider et finalement vous mettre en relation avec les étudiants qui sont les plus pertinents par rapport à votre attente. Donc c'est toujours une démarche, c'est plutôt quand même une bonne pratique d'aller vers les écoles, de sélectionner
voilà, un nombre très limité d'écoles qui vous intéresse par rapport aux missions que vous lui attribuerez. Et ensuite de faire confiance à l'école pour sélectionner ensuite les profils que vous serez amené vous-même quand même évidemment à évaluer avant de prendre une décision, en plus des job boards. Alors peut-être les filtres qui sont importants, c'est aussi le niveau de diplôme. Donc, l'apprentissage, ça commence ça commence évidemment avant le bac et ça se poursuit jusqu'à bac+5. Donc, vous pouvez tout à fait choisir un alternant qui est en BTS, bachelor. Alors souvent, là, on va parler enfin, le plus souvent, en tout cas, dans les demandes qu'on a pu avoir, c'est plutôt le renseignement supérieur, sinon c'est très technique, très filiérisé. Donc ça peut être un BTS, ça peut être un bachelor, aujourd'hui ça peut être un master. Ça a une influence sur la rémunération, sur le salaire de l'apprenti, donc le reste à charge pour l'entreprise. Donc ça, on va y revenir. Mais c'est quand même important aussi de se poser la question sur le niveau finalement de compétences qui est attendu. Donc là, très souvent aussi, les écueils qu'on observe, c'est de vouloir forcément quelqu'un qui est plutôt en fin de parcours, alors que des fois au niveau BTS ou bachelor, par exemple, qui sont un statut un peu intermédiaire, commencent à être déjà très très performants. Il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher un master, surtout si on est sur des tâches qui peuvent être organisées, bien contrôlées, suivies par un maître d'apprentissage. Nous, on a par exemple fait le choix d'aller quasi exclusivement sur des bachelors parce qu'il y avait un niveau d'encadrement qui est assez fort dans l'entreprise et avec des missions qui étaient plutôt correspondantes justement à un bachelor et pas forcément à un master. Euh, et peut-être l'autre conseil à distiller pour les tout premiers recrutements qui sont réalisés, c'est de pas non plus fixer des attentes déraisonnables par rapport aux apprentis. Ce sont des apprentis, ce qui implique qu'ils sont simplement en parcours d'études. Le retour sur investissement, vous le trouvez effectivement, mais en les accompagnant fortement. Et, euh, et donc, si c'est pour finalement attendre du résultat comme si on recrutait en dur un CDI avec de la seniorité, c'est pas possible. Tout le monde en est conscient, mais dans la réalité des faits, un dirigeant peut avoir cette tendance à attendre beaucoup d'autonomie de la part de l'étudiant. Et quand ce sont les premiers recrutements, c'est un écueil auquel se confrontent beaucoup de dirigeants. Et pour que ce soit une bonne expérience, il faut quand même avoir à l'esprit que ça nécessite de l'accompagnement, d'autant plus qu'il va partager son temps entre l'entreprise et l'école, ce qui me permet de faire un lien quand même avec les autres éléments qui sont assez clés pour aller chercher, enfin, pour aller sélectionner les apprentis ou les écoles finalement apprentissage, c'est le rythme d'alternance. L'alternance, elle n'est pas déterminée a priori. Enfin, c'est pas le même rythme d'alternance d'un diplôme à un autre ou d'une école à une autre. En gros, vous vous situez entre 50% et jusqu'à 80% de rythme en entreprise selon les diplômes et les écoles. Donc ça a une influence très forte sur finalement la présence en entreprise ou même le retour sur investissement d'un étudiant, à condition effectivement qu'il soit plutôt avancé dans son parcours d'études. Vous avez parfois des rythmes d'alternance qui sont à 4/5e en entreprise. Inversement, vous avez des rythmes d'alternance où la moitié du temps, il est à l'école. Donc, ce n'est pas le même ratio. Mais selon le diplôme ou l'école, ça peut être intéressant, même si le rythme d'alternance est plus faible en entreprise, mais ça a forcément un impact. Voilà quelques éléments que je voulais vous communiquer sur la partie école. L'étape d'après,
la vérification du financement des diplômes. Donc là, comme je l'ai dit en amorce, il y a deux grandes structures de coûts en accueillant un apprenti. C'est certes la rémunération, il est salarié, j'en profite pour préciser cet aspect. Quand on est apprenti, on est un salarié en CDD. C'est une forme de CDD comme un autre, avec une date de démarrage et une date de fin du contrat. À noter d'ailleurs que selon les cycles d'études, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, suite aux dernières réformes, vous avez vraiment un premier cycle. Si on est par exemple sur des BTS ou des DUT, ça va être sur 2 ans. Si on est sur un bachelor qui a un niveau licence, ça va être sur une seule année. Et sur un master, en théorie, vous êtes sur 2 ans. Je dis en théorie parce que bien souvent, selon les écoles, voire les OPCO, vous pouvez avoir des dérogations qui vous permettent de prendre un master sur 1 an, c'est-à-dire un master, si c'est un master 2, a fortiori, puisqu'il aura terminé son parcours d'études à l'issue, mais même un master 1, vous pouvez demander dérogatoirement à ce qu'il ne fasse qu'une seule année. Si vous manquez de visibilité, par exemple, pour la suite et que vous ne voulez pas vous engager trop longtemps, c'est possible de le faire, même si les écoles sont parfois réticentes à le faire, puisque l'objectif, c'est de les inscrire dans un parcours de master de 2 ans, tandis que le bachelor, lui, effectivement, vous êtes sur une année isolée. Et donc, je regarde en même temps les questions. Alors, elles n'apparaissent pas. Amandine, Oui. ouais. Alors justement, donc c'est Christian qui nous dit: suite à une contrainte professionnelle, je suis désolée de devoir quitter cette vidéo. Ben oui, mais forcément, il avait prévenu qu'il quitterait la vidéo. Christian, vous retrouverez l'intégralité du webinaire sur YouTube. D'accord, désolé, mais c'était prévu de longue date, je ne peux pas faire mieux. Ok, aucun C'est problème. dommage parce que je suis hyper intéressé par ce que vous dites et bon, je regarderai sur le lien. Donc, bonne Merci à continuation. vous, à bientôt. À très bientôt, merci bien. Et désolé. Donc, les diplômes sont financés. J'en viens au financement des diplômes. Vous avez, puisque le salaire, lui, peut varier, je vais y revenir après, et l'autre structure de coût, c'est le diplôme. Le diplôme, chaque école définit finalement la valeur en euros de son diplôme par rapport à leur propre coût, leur choix. Et donc, dans ces cas-là, vous avez une prise en charge de l'OPCO qui est relativement établie. Ça va dépendre des diplômes. Soit ils les prennent en charge intégralement, soit ils ont ce qu'ils appellent un coût d'amorçage. C'est-à-dire si le diplôme n'a pas encore été enregistré par votre OPCO, de toute façon, ils garantissent quelque part un niveau de prise en charge. Pour un bachelor et je crois pour les BTS, c'est de l'ordre de 6 800 €. Pour les masters, c'est 7 500 €. Alors comme ça ne vous donnera pas forcément d'idée parce que vous n'avez pas d'idée de ce que coûte un diplôme. En moyenne, les diplômes d'enseignement supérieur sont à partir de justement environ 7 000, 7 500 € parce qu'il y a de facto un calage sur ce qui est proposé en financement par les OPCO, jusqu'à 10, 11, parfois 12 000 €, ce qui est pour les écoles qui sont les plus chères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, certaines écoles qui sont alignées sur le montant de prise en charge de l'OPCO, vous n'aurez absolument rien à payer sur les frais de formation. Et dans d'autres cas, vous pouvez avoir un reste à charge qui s'établit à 3 000 – 4 000 €. Donc, que vous amortissez sur une année. Donc, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est parfois lié à la réputation de l'école, mais pas toujours. Et ces frais, j'en profite pour le dire, sont parfois négociables avec l'école parce que les écoles sont amenées aussi à donner un coup de pouce à la fois aux étudiants ou aux entreprises qui veulent recruter. Donc, n'hésitez pas à solliciter, à négocier avec l'école parce que vous pouvez parfois réduire
d'un peu, voire de moitié, ce qui a été notre cas, mais pas seulement le nôtre, hein, auprès d'écoles, quand vous demandez. Et quand il y a un reste à charge de plusieurs milliers d'euros pour une entreprise qui est en lancement, bah, forcément, c'est une charge importante. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, en tout cas à demander. Ça ne veut pas dire que vous aurez gain de cause, ça va dépendre de la politique des entreprises. L'autre structure de coût, enfin l'autre élément, la structure de coût, c'est évidemment le salaire. Donc là, vous avez une grille de rémunération qui permet de définir quel est le salaire. Alors, il y a deux grilles. Il y a la première grille, c'est la grille quelque part du Code du travail, qui est valable en théorie pour toutes les entreprises, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme on l'a vu, vous dépendez d'une convention collective et chaque convention collective peut déterminer des salaires un peu plus importants. Et c'est vrai aussi pour les apprentis. Prenons l'exemple, restons sur l'exemple d'Atlas qui peut concerner plus d'entreprises, enfin des entreprises de Syntec. Et donc qui vont dépendre de l'OPCO Atlas pour la validation du contrat. Dans ces cas-là, vous avez un niveau de rémunération qui est plus élevé, c'est-à-dire que le pourcentage du SMIC, puisque c'est calculé en pourcentage du SMIC, il va être plus élevé. Les critères d'influence donc là aussi, vous retrouverez cette grille, hein, puisqu'on met aussi ces éléments à disposition, ce qui permet à chacun de pouvoir faire ses petits calculs, sa règle de 3 pour vérifier qu'elle est. Donc, ça sert plus ou moins de simulateur de coût pour définir votre reste à charge. Il y a 3 éléments clés dans l'influence sur le salaire. Le premier, c'est l'âge de l'apprenti. Donc, l'âge de l'apprenti va définir, donc vous avez en gros, pour l'enseignement supérieur, de 18 à 20 ans, de 21 à 25 ans et 26 ans et plus. Et donc, plus vous montez en âge, plus ça fait grimper le salaire. Le deuxième élément, deuxième critère, c'est le niveau de diplôme. Là encore, plus le diplôme est élevé, plus ça a une influence positive sur le salaire de l'alternant et négative en charge pour l'entreprise. Et le troisième critère d'influence, c'est le fait d'avoir fait ou non de l'apprentissage avant. C'est-à-dire que si vous accueillez un étudiant, par exemple, qui, je sais pas, au niveau bachelor, qui a fait un BTS auparavant, deux hypothèses. Il a fait un BTS, mais en cursus général et non pas en apprentissage. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'aura pas il sera sur sa première année d'alternance. En revanche, s'il a fait un BTS en apprentissage dans une entreprise qu'il a fait 2 années d'alternance, ça veut dire que vous vous situez à la 3e année d'alternance. Et donc là aussi, ça a une influence sur le salaire. Je finis par ça, mais en fait, c'est ce qui a le plus d'influence sur le salaire. Donc parmi ces 3 critères, l'élément le plus influent, c'est le fait d'avoir fait ou non de l'apprentissage avant. Et et c'est pour ça que c'est important quand vous déterminez la personne que vous choisissez. Souvent, par mes connaissances, vous allez le positionner en disant, par exemple, c'est un 3e année, il est en 3e année d'apprentissage. Non, la 3e année d'apprentissage correspond au fait d'avoir fait ou non de l'apprentissage avant. Et là, il y a beaucoup de subtilités. Par exemple, si c'est un jeune qui a été en stage auparavant, ça ne compte pas comme de l'apprentissage, mais de la même manière, par exemple, si c'est quelqu'un qui a été en contrat de professionnalisation et non pas en contrat d'apprentissage, qui est un autre type de contrat d'alternance, là non plus, ça ne compte pas comme de l'apprentissage. Donc, ça veut dire que vous allez, mettons que vous prenez un master qui a été en contrat pro pendant 3 ans, vous allez quand même considérer qu'il est sur une première année d'apprentissage. Bon, c'est plein de subtilités, ce n'est pas d'ailleurs complètement logique et équitable, mais c'est la réalité du droit pour calculer la rémunération. Mais l'erreur la plus fréquente, encore une fois, j'y reviens, c'est qu'il y a une grille de rémunération conventionnelle, c'est votre convention qui l'applique. Et par exemple, pour Syntec, ça peut varier. Là où la loi prévoit 60%, parfois vous allez être à 80% du SMIC si on parle par exemple d'une étudiante ou d'un étudiant en master. OK.
La suite des événements, comme je le disais, ça vous permet de calculer finalement le coût restant à charge pour l'entreprise. À noter aussi quand même que vous pouvez, et ça va dépendre des OPCO, parfois les OPCO prévoient une prime de tutorat qui est applicable sur sur l'apprentissage, et c'est des primes qui peuvent aller jusqu'à 250 € par mois. Donc en réalité, c'est à prendre en considération dans la totalité du calcul. Ça, des fois, ils vont pas forcément, personne ne va vous en parler, donc c'est intéressant d'aller creuser ce point. Je le dis tout de suite, puisque je reste un peu sur le fil rouge d'Atlas, sur la partie convention collective Syntec, il n'y a pas de prime tutorale. Mais dans d'autres conventions collectives, c'est le cas. Et là, ça peut effectivement diminuer le reste à charge possible. Donc, et le coût pour l'entreprise, comme je l'ai dit, vous calculez les 8 000 €. Alors, c'est-à-dire que, mettons, vous en avez pour 10 000 € de salaire. Une fois que vous avez fait votre calcul sur la grille conventionnelle applicable, vous déduisez les 8 000 et vous savez que ça va vous coûter 2 000 pour l'année en tout et pour tout. Donc, vous voyez que c'est assez facile de faire le ratio. En gros, si vous êtes sur des bachelors, vous pouvez si vous êtes sur des niveaux BTS, très probablement, ça ne vous coûtera rien, quelle que soit presque la convention collective, pour résumer. Si vous êtes sur un niveau bachelor, vous pouvez vous situer entre 150 et 300 € de reste à charge par mois. Si vous êtes sur des masters, vous êtes plutôt de l'ordre de 500 €. Là aussi, encore une fois, ça va dépendre à la fois de l'âge, du fait qu'il est fait ou non de l'apprentissage, vous l'avez compris. Donc, je ne vais pas rentrer dans le tableau croisé pour faire toutes les simulations, ce n'est pas l'objet, mais c'est assez facile à faire. Et vous mesurez que c'est même moins cher finalement que de recourir à un stagiaire. Donc c'est relativement intéressant et utile aussi pour les étudiants qui sont en recherche de les accueillir plutôt en apprentissage. Puisque bien souvent, d'ailleurs, ceux qui n'auront pas été pris en apprentissage, selon certaines écoles, vont essayer de basculer en stage par la suite, ce qui finalement n'est pas un contrat gagnant pour chacune des parties. Donc voilà, c'est toujours possible, j'en profite pour dire que les délais, l'apprentissage, ça commence à la rentrée scolaire, donc à partir de septembre, même pour ceux qui se poseraient la question pour l'année prochaine, dès l'été finalement, quand les apprentis ont trouvé leur école, ils peuvent même commencer leur apprentissage dans le courant de l'été. Sinon, le plus souvent, les apprentissages commencent en septembre ou octobre, une fois que les cours ont démarré. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, on est début novembre, et c'est encore possible, et ça va être encore possible pendant un moment parce que le gouvernement a annoncé que même jusqu'en début d'année, ce serait possible, ils allaient prolonger le dispositif pour que le maximum d'alternants trouvent leur entreprise, compte tenu de la crise actuelle. Donc c'est un dispositif dérogatoire, mais en réalité, la période qu'il faut cibler, c'est la fin de l'été, le début d'année. Pour autant, aujourd'hui, compte tenu de la crise, il y a encore beaucoup de jeunes qui en cherchent, donc c'est intéressant de regarder, de rechercher des alternants. Le plus tôt, c'est le mieux, même si j'ai dit que le dispositif allait se prolonger jusqu'en début d'année. Le plus tôt est le mieux pour vous aussi avoir le choix des jeunes que vous souhaiteriez accueillir, bien sûr, et aussi parce que certaines écoles n'iront pas jusque-là pour autoriser l'apprentissage. Certaines écoles vont bloquer à partir de la plupart, ça va se jouer en décembre, c'est-à-dire à partir de Noël, ils n'accepteront plus des étudiants, ou en tout cas des étudiants qui resteraient en parcours d'apprentissage s'ils n'ont pas rejoint une entreprise. Alors l'aide de l'État, puisqu'on est toujours sur le coût de l'entreprise, l'aide de l'État, il est de l'ordre donc il est 8 000 €, il est versé mensuellement. Donc c'est-à-dire que c'est une prime qui est de 800 € qui va être versée chaque mois à l'entreprise. Elle est versée à l'issue de la période d'essai des apprentis. J'en profite pour dire que les apprentis ont aussi des périodes d'essai. Elle est de 45 jours en entreprise, 9 semaines, mais c'est les 9 semaines non pas en jours calendaires, mais en jours passés en entreprise. Donc, c'est finalement assez long, ce qui offre une marge de sécurité, pour chacune des parties, mais plus particulièrement pour l'entreprise, pour vous dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, sachez que vous avez aussi un peu cette soupape. Et l'aide, par contre, tenez compte du fait que, certes, elle va être versée mensuellement, mais elle n'est versée
qu'au bout environ… Alors déjà, il faut que votre contrat ait été enregistré par le co. Et là, ils ont un afflux de demandes qui font que parfois, ils sont traités jusqu'à 6 à 8 semaines, ce qui ne vous empêche pas de démarrer le contrat d'apprentissage. Simplement, ça décale l'aide au bout de 2 ou 3 mois. Donc, il faut avoir un peu de trésor d'avance pour s'assurer, parce que vous allez verser, mettons, 800, 900 euros de salaire, souvent, selon le niveau de diplôme, et l'aide ne va tomber que par la suite. Je le précise, les aides sont calculées sur 12 mois, ce qui fait que si votre contrat d'apprentissage, finalement, si vous le faites démarrer qu'en décembre et qu'il finit en août, ça fait 9 mois, vous aurez 9/12e de la prime de 8 000 euros. Sauf que le salaire, lui aussi, il aura été que sur 9 mois, donc en définitive, c'est ISO pour l'entreprise. Vous savez que vous allez être couvert par cette prime relativement correctement. Mais elle est proratisée, vous n'allez pas faire de bénéfices aux frais de l'État. Pour ce qui est de la signature de la convention, une fois que vous avez trouvé l'école, c'est une convention tripartite, ce qui veut dire que vous êtes signataire, vous, entreprise, l'apprenti est lui également signataire, naturellement, et puis l'école est également signataire. Ils vont vous aider, c'est eux qui vont définir, qui vont vous aider à définir quelles sont toutes les données à remplir. Vous vous laissez guider, il y a des notices d'apprentissage qui sont plutôt bien faites, mais voilà, vous avez une convention d'apprentissage. Là, c'est l'école de toute façon qui va s'en charger. Donc, vous avez ces 2 documents qui vous permettent ensuite de démarrer la collaboration, c'est-à-dire vous signez le CERFA, vous signez la convention avec l'école, vous déposez la convention auprès de la convention et le contrat CERFA d'apprentissage sur l'interface de l'OPCO. Et ensuite, dans les 5 jours de la signature du contrat d'apprentissage, et une fois que l'OPCO l'a reçu, il valide le contrat, et c'est eux qui le transmettent à la directe. Alors vous allez me dire, ça fait ça paraît un peu lourd, c'est un peu lourd comme circuit, mais ça se fait. Il faut surtout être vigilant dans les délais. Aujourd'hui, les délais ne sont pas tenus par les OPCO. Mais disons que l'État est évidemment bienveillant par rapport à ça, sinon ça voudrait dire que tous les contrats ne seraient pas pris en charge, puisque les OPCO qui doivent les transmettre dans la foulée à la directe, en fait, mettent parfois 6-8 semaines avant de les communiquer à la directe. Avant, c'était l'entreprise, quand on signait un contrat d'apprentissage, qui devait l'envoyer à la directe, à l'inspection du travail. Maintenant, c'est l'OPCO qui le fait. Donc, le circuit, c'est on signe le contrat tripartite avec l'école, la convention avec l'école. Ensuite, on le dépose sur l'interface de l'OPCO. Il y a parfois des allers-retours parce que quand même, il y a beaucoup de subtilités un peu administratives. Et ensuite, c'est eux qui vous donnent un go auprès de la directe. Et l'ASP, qui est l'organe de l'État qui est chargé de verser les primes, sont informés de manière automatique. Donc, vous n'avez pas d'autres démarches à réaliser par la suite et vous allez bénéficier des 800 euros de prime avec le décalage que j'ai souligné tout à l'heure. Donc voilà en gros les différents points. Des questions qui ont pu m'être posées, savoir selon si la situation s'améliore ou pas, est-ce qu'un alternant peut être mis au chômage partiel? Oui, c'est possible. Donc là aussi, ça donne un garde-fou supplémentaire. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Amandine, je te laisse le dire. Merci beaucoup pour cette présentation effectivement très complète et très concrète. J'ai une question à te poser. Effectivement, c'était très bien expliqué et on voit que ça répond à des schémas qu'il faut connaître pour les maîtriser. Et en face de ça, on a une grosse contrainte de temps, surtout en ce moment, si on cherche à recruter avant la fin de l'année, donc comme tu l'as précisé. Est-ce qu'il y a des solutions peut-être pour se faire accompagner et gagner du temps, notamment sur la phase amont? Écoute, oui, les solutions. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est déjà de faire gagner du temps. Parce que ce qu'on vient de voir ensemble, finalement, rien que pour aller comprendre à chaque étape comment passer de l'une à l'autre, je me suis rendu compte que pour les gens qui recrutaient pour la première fois,
c'était compliqué et il fallait passer d'un guichet à un autre, d'une question à une autre. Et puis, donc c'est vraiment l'objectif aussi de ce webinaire, de vous donner, que vous puissiez avoir une lecture claire de tout ce qu'il y a à faire, quelles sont les démarches les unes après les autres, quels sont les guichets, à qui s'adresser, quels sont les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer, ce qui vous fera gagner du temps. Parce que, sincèrement, pour avoir vu, c'est vrai que c'est un peu spécifique à la période parce que les aides ont été débloquées, ce qui fait que beaucoup de petites ou jeunes entreprises se sont mises à prendre des apprentis alors qu'elles n'en avaient jamais pris auparavant, et ce qui fait que ça amène à découvrir, ah bon, il y a un OPCO, c'est quoi, et les écoles, et comment je fais signer le CERFA, et les aides, comment ça marche, et à quel guichet, et ainsi de suite. Donc on voit qu'effectivement, il y a tout un parcours à réaliser. Et l'idée, c'était de faire gagner du temps. Pour en gagner davantage que ça, bon, ma foi, comme je l'ai signalé en premier, nous, on propose finalement cet accompagnement parce que même si ce n'est pas tout à fait notre cœur de métier, pour autant, on réalise de l'accompagnement parfois au recrutement en dur et au recrutement en apprentissage. Et donc on peut proposer ce type d'accompagnement aux entreprises qui n'ont pas le temps ou qui veulent se décharger tout simplement de toute cette gestion. Et on a des offres. Donc, ceux qui pourraient être intéressés, en gros, les 3 modules, c'est quoi? Aider à sourcer, à sélectionner l'apprenti, aider à l'évaluer, RH ou technique, et ensuite s'occuper de toutes les démarches administratives pour recruter un alternant. Et les modules peuvent commencer à 250 €. Donc, nous, on propose cet accompagnement. Ceux qui seraient intéressés, évidemment, peuvent naturellement s'adresser à nous, et on pourra les aider volontiers. Et dans un premier temps, ce qui peut faire gagner du temps, c'est effectivement de se baser sur ce parcours, et en renseignant à partir de la fiche que je vous ai adressée, enfin, à partir de la page web sur laquelle je me suis appuyé, ceux qui nous laisseront les coordonnées pourront automatiquement aller retrouver finalement les différents documents que j'ai présentés. Donc, ce que vous aviez, pardon, hop, en orange sur l'infographie, vous retrouvez tous les éléments, l'étape de correspondance, la grille de rémunération. Alors, conventionnel, parce que là, c'est la convention Atlas, on y est revenu, mais vous avez la grille légale, vous avez la présentation des OPCO, les éléments sur les aides, la prise en charge du diplôme. Peut-être j'ai été un peu vite, désolé, hein, je reviens sur un point, mais c'est vraiment par souci d'être exhaustif. Effectivement, vous avez des outils souvent sur les OPCO qui vous permettent de trouver automatiquement, sans passer par l'école, juste avec un code diplôme que vous trouvez après sur Internet, quel est le niveau de prise en charge du diplôme. Donc là, j'ai mis pour le ProAtlas les entreprises du numérique, c'est celles qu'on accompagne le plus. Mais si vous dépendez d'un autre OPCO, en général, ils auront proposé un outil un peu similaire. Donc j'espère que ces outils-là, pour ceux qui, sans accompagnement, évolueront tout seuls vers le recrutement d'apprentis, en tout cas, ça pourra leur faire gagner du temps. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les poser sur le chat pendant encore les quelques minutes qui nous restent, ou à ouvrir le micro pour les poser directement. Alors moi, si je peux, déjà merci parce que j'ai rarement entendu autant de détails dans un process de recrutement en apprentissage. Ça fait plaisir de ne pas se sentir seul parfois. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas plus la déclaration la directe à faire une fois que les contrats étaient transmis à l'OPCO, puisque c'était les contrats C'est l'OPCO qui d'apprentissage. fait ça. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. Alors je voulais apporter une petite précision parce qu'on a eu pas mal de sujets avec les OPCO là-dessus. C'est par rapport au salaire. On a été des apprentis où il y a eu un décret qui est paru le 30 mars 2020, où effectivement le salaire dépend aussi du cycle de formation. Donc selon les diplômes visés, les cycles de formation des organismes de formation,
vous pouvez être directement un apprenti en 2e, voire 3e année. Ça organisme de formation de vous préciser à chaque fois pour le diplôme quel est le cycle et du coup, c'est une réduction du contrat par rapport à la durée initiale du cycle. Voilà, Alors, je me permets, Cyril, juste par ouais, rapport à ça, parce que c'est ça, sachez quand même que pour avoir traité avec différents OPCO, oui, il n'y a pas la même lecture des textes. Je m'explique. Une licence professionnelle n'est pas considérée comme un bachelor parce que c'est diplôme européen. Et donc, ce qui implique que les OPCO vont considérer, par exemple, qu'un bachelor est en première année d'apprentissage, alors que effectivement, ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, pour une licence pro, désormais, la plupart des OPCO vont considérer que c'est automatiquement la 2e année d'apprentissage, même s'ils n'ont pas fait d'apprentissage auparavant. Ça peut paraître très bizarre pour ceux qui, puisque j'ai signalé effectivement que c'était lié au fait d'avoir réellement fait de l'apprentissage avant, mais il y a bien un décret qui est venu finalement apporter plus de confusion que de précision, puisqu'il s'adresse qu'aux licences professionnelles, en tout cas sur le périmètre français, et qui vient dire que dans ces cas-là, vous êtes positionné automatiquement en 2e année d'alternance. Mais c'est beaucoup le lien avec l'école de toute façon. Vous ne vous couperez pas au lien avec l'école. Quand vous avez trouvé un apprenti, ben, ça veut dire que vous co-contractez avec l'école, et l'école comment dire, apporte finalement ses éclairages en général, voire l'OPCO. Mais bon, ça reste parfois un peu une jungle parce que bah, il faut réussir à se repérer, et les discours, les sons de cloche de prise en charge entre l'OPCO et l'école ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. tout à fait. Totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Donc, merci beaucoup. Et après, non, bon, pour moi, tout est clair. Voilà, à l'EPSI, sachez qu'on va avoir les apprenants disponibles jusqu'en avril pour basculer sur les contrats d'apprentissage, puisqu'on a fait bénéficier effectivement de l'aide mise en place par le gouvernement spécial Covid pour qu'ils puissent rester en formation même s'il n'y a pas de contrat. Voilà, pour les jeunes. Et on fait, comme vous l'avez dit, du bac+3 et du bac+4C. Moi, j'avais une petite question, parce que Oui. c'est vrai qu'on a pas mal d'approches là-dessus par rapport aux managers, aux recruteurs. Donc, effectivement, ils veulent tous un bac+5 qui coûte pas cher. Donc, ça, c'est Ouais. pas possible, hein. Voilà, après, le numérique, l'informatique, le problème de compétences vaut aussi pour les CDI, les CDD. Donc, ils sont toujours à la recherche des meilleures compétences. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Par contre, voilà, quel est pour vous le meilleur conseil qu'on pourra apporter à un recruteur, que ce soit en termes de savoir-être ou de savoir-faire? Puisque là, en fait, selon le recruteur que nous on a, ils n'ont pas les mêmes positionnements. Donc, nous, on les accompagne différemment pour faire des ciblages. On essaie d'optimiser, d'orienter sur du savoir-être, parce que les compétences, comme vous avez dit, parfois le bachelor, ça peut être en phase encore de progression. Et voilà, je veux avoir votre point de vue là-dessus. Donc, alors, juste, pardon Cyril, de faire repréciser la question, c'est de dire entre qu'est-ce qui est le plus important entre savoir-être et savoir-faire? Pour vous, pour faire simple, parce que vous avez parlé des compétences, on est Oui. d'accord sur un bachelor, elles sont encore en cours de progression, voilà, encore en train d'être assimilées, c'est normal. Du coup, pour vous, le bon savoir-être de l'alternance, ça serait quoi pour un recruteur? Alors, clairement, de toute façon, un recruteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant tout la confiance qui recherche. C'est-à-dire que très souvent, dans le domaine du recrutement, la crainte du recruteur, qui plus est si c'est quelqu'un de technique et pas forcément quelqu'un, par exemple, RH, c'est le cas évidemment dans toutes les petites entreprises qui n'ont pas de service RH ou pas de RH en interne. Et donc, le savoir-être attendu, en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un qui va en toute transparence expliquer à la fois qui il est, son parcours, ce qu'il attend vraiment de l'entreprise, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et ce qu'il sera capable de faire en étant accompagné. Et ça, c'est très compliqué à déterminer. Mais disons, si j'ai bien saisi la question, dans
aussi bien pour le recruteur et en conseil à donner pour quelqu'un qui rencontre comment dire, un dirigeant ou une entreprise pour une alternance, c'est d'être le plus transparent possible sur qui il est, son parcours, ses attentes, ce qu'il est vraiment capable de faire, ses limites, parce que c'est avant tout une question de confiance. Et bien souvent, moi, pour faire 15 ans de recrutement, et en faire encore aujourd'hui, très, très souvent, c'est autour de cette question de, finalement, de l'assurance que la personne qu'ils ont rencontrée est dans une sorte de franchise, de sincérité, d'honnêteté qui leur permet de se projeter dans une relation de confiance. C'est déterminant dans le cadre du recrutement. Après, sur l'aspect technique, il est clair que selon les diplômes, à l'EPSI, vous avez des ingénieurs informatiques, vous formez des gens dans le domaine IT, il y a toujours beaucoup d'attentes sur la capacité à faire. Et souvent, les recruteurs vont manquer de compétences techniques pour pouvoir correctement évaluer le niveau de l'apprenant. C'est vrai dans un recrutement classique, c'est vrai aussi vis-à-vis d'un alternant. Et là, je vois, par exemple, je connais c'est marrant parce que j'étais en contact avec un dirigeant qui prend un étudiant chez vous à l'EPSI et qui lui a fait passer des tests techniques pour savoir exactement à quel niveau il en était. Avec bienveillance, hein, mais c'était une question fondamentale pour lui. Alors, à la fois d'un point de vue relationnel, humain, mais aussi d'un point de vue technique, où il y a toujours ce questionnement de se dire est-ce que finalement je vais avoir un retour sur investissement? C'est la question que se posent tous les dirigeants, notamment les primo-recruteurs qui vont prendre des alternants ou pour la première fois, c'est de se dire attends, est-ce que je ne vais pas passer plus de temps à l'accompagner, à le former, que ce qui va finalement apporter à la boîte? Et ça, qu'on le veuille ou non, en pratique, c'est la question que se pose n'importe quel dirigeant de petite structure qui lui-même manque de temps, qui est un peu sur tous les fronts, qui se dit, bon, l'apprentissage, c'est cool, mais finalement, il va être là qu'une partie du temps. Je vais devoir passer beaucoup de temps pour qu'il soit autonome. Et finalement, je n'ai pas tout à fait la garantie que humainement et professionnellement, j'ai un retour sur investissement qui soit satisfaisant. À cela, je dis déjà par rapport à des stages, parce que souvent, l'accès au stage est plus facile, qui sont pourtant plus courts. L'apprentissage est la bonne solution. L'apprentissage se situe sur un temps plus long, avec aussi plus d'investissement, d'engagement dans l'entreprise, avec des cycles qui peuvent n'être pas que sur une année, mais parfois sur 2 années, ce qui peut être quand même très, très intéressant, et qui peuvent accompagner aussi l'évolution du recrutement d'une entreprise. C'est toujours intéressant de se dire à quel niveau je recrute, mais parce que aussi potentiellement, si je prends quelqu'un en Master 1, avec le développement de ma startup, mettons, qui est en démarrage, dans 2 ans, je serai à un stade où j'aurai les moyens de recruter une personne. Et une personne qui a accompagné l'entreprise pendant 2 ans et qui sera un salaire de junior malgré tout, c'est parfait effectivement pour poursuivre le développement et de recruter en dur quelqu'un qui connaît la boîte et avec qui ça se passe déjà très bien et de lui laisser sa chance. Donc voilà, désolé, comme d'habitude, je fais toujours plein de digressions. Enfin, j'ai été plus loin que la question qui était posée, mais je ne sais pas si j'ai. C'est très bien répondu, c'est parfait. Un grand merci en tout cas de nous avoir apporté Merci toute ton expertise. Retrouvez Matchers ainsi que la mêlée sur les réseaux sociaux et sur le site internet matchers.fr si vous souhaitez prolonger les échanges avec Jean-Marie. Retrouvez-nous également sur LinkedIn évidemment. Et on se retrouve autrement en digital le 18 novembre pour le Jobstick, Forum de l'emploi et des métiers du numérique. Merci beaucoup, excellente journée et à bientôt. Merci à tous.